Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige. Doit-on encourager la pratique de la sexualité chez les apprenants? Eh bien, c'est la thématique que nous allons aborder dans ce numéro de votre émission. Et nous recevons pour vous les élèves du CEG Ruiro qui sont d'ailleurs bien installés derrière moi, comme vous pouvez le constater. Merci à vous, chers amis, et bienvenue dans Jeunesse oblige. Merci beaucoup à vous, chers apprenants. Nous allons accueillir sur ce plateau l'une de vos camarades. Elle s'appelle Sagesse. Bonsoir, Sagesse. Bonsoir. Comment te portes-tu? Très bien. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement la thématique autour de laquelle vous allez débattre sur cette émission? Notre thème porte sur la sexualité en milieu scolaire. Et nous sommes ici ce soir pour dire s'il faut le pratiquer ou non. D'accord. Eh bien, chers amis, je vais, moi, m'éclipser et vous laisser donc en compagnie de Sagesse. Vous la connaissez très bien. Donc, à tout à l'heure. Alors, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, c'est Sabo Sagesse du Collège d'enseignement général CEG Ruiro en classe de la terminale A2. Nous sommes ici ce soir pour débattre sur le thème « La sexualité en milieu scolaire » avec deux groupes d'opinions différents, le groupe des pour à ma droite et le groupe des contre à ma gauche, sur votre émission préférée Jeunesse oblige. Alors mettez-vous à l'aise et on commence. Alors, pour commencer, nous allons d'abord savoir ce que c'est que la sexualité. Alors, quelqu'un peut me définir le thème? Je m'appelle Awekpan Ornelia et je fréquente le CEG Ruiro. Je fais la seconde A1. La sexualité est l'ensemble des phénomènes sexuels liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. C'est aussi l'ensemble des modalités sexuelles de la satisfaction sexuelle. Ok, merci. Je crois qu'il y a quelqu'un ici pour renchérir ou pour apporter d'autres informations. Moi, je réponds au nom de Sogo Simeveil, élève en terminale A2 au CEG Ruiro. Je peux dire que la sexualité, c'est l'ensemble des comportements liés à l'instinct sexuel. Ou aussi, je peux aussi dire que c'est la pratique des relations sexuelles. Donc, c'est ce que j'ai à compléter quand même. Merci, merveille. Alors, j'espère que ceux qui sont sur ce plateau ce soir n'ont pas les mêmes points de vue sur ce thème. Alors, je voulais vous demander, chers amis, pourquoi êtes-vous pour la sexualité en milieu scolaire? La sexualité est dotée sur des thèmes qui visent les enfants et les jeunes sur la connaissance des attitudes et aussi qui donne droit à un but visé. C'est aussi ensemble, ça fait partie de développer les caractères sexuels, social à partir, on peut dire que ça fait partie du bien-être, oui, le bien-être que ça pourra affecter dans la vie. Alors, je lance la question à l'autre groupe. Merci pour la question. Moi, je pourrais dire que la sexualité, bien vrai que c'est un désir, oui, on n'en disconvient pas, mais avant de pratiquer cela, est-ce qu'on réfléchit par rapport aux risques auxquels on court? Puisque ça a plusieurs risques quand on pratique, bien vrai que c'est un désir, bien vrai, c'est un désir, mais ça a aussi ses risques. Quand nous pratiquons par exemple la sexualité, nous avons des risques comme les maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, nous prenons le VIH-Sida,
que tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est une maladie sexuellement transmissible qui domine beaucoup. Nous prenons par exemple les hépatites, les syphilis et autres. Ce sont des risques qu'on concourt lorsqu'on va au sexe ou lorsqu'on pratique les relations sexuelles. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai à dire. Moi, je m'appelle Talmeda Audrey du CEG Rouira, élève en classe de terminale A2. Bon, selon moi, la sexualité, ils ont défini la sexualité. Mais la sexualité en milieu scolaire, ça se pratique surtout entre élèves et élèves. On a des cas d'élèves et professeurs et même des cas entre élèves et autres autorités du collège, que ce soit les surveillants ou autres autorités du collège. Bon, elle a parlé de la sexualité qui est un désir naturel chez l'homme. Certes, c'est un désir naturel, mais il faut savoir se contrôler. Comme l'a dit Merveille tout à l'heure, il y a des cas de maladies transmissibles, pas juste le fait d'aller au sexe. Donc, ce n'est pas une très bonne chose en tant qu'élève d'aller au sexe et de t'attraper cette maladie qui nuisent gravement à notre santé et à notre vie. Donc, ce n'est pas une bonne chose d'aller au sexe en tant qu'élève. C'est pour ça que nous, notre groupe, on est contre la sexualité en milieu scolaire. Ok, je vois déjà des gestes qui posent, des gens qui ripostent contre cette affirmation. Moi, je suis Bill Retis, en classe de seconde D2. Je fréquente le CEG Rouira. Vous savez, quand on parle de la sexualité en milieu scolaire, ce phénomène ne peut pas être éradiqué. La sexualité en milieu scolaire permet aux élèves de subvenir à leurs besoins physiologiques. Et quand vous parlez des maladies telles que le sida, les IST et autres, et quand vous allez au sexe et que vous ne vous protégez pas, vous ne pouvez pas attraper ces genres de maladies-là. Donc le fait de dire que quand on parle de la sexualité en milieu scolaire, ça entraîne le sida, les IST, si vous êtes protégé, vous ne pouvez pas attraper les IST, ni les MST, ni le sida. On devrait pratiquer la sexualité en milieu scolaire. C'est un besoin naturel. Moi, c'est Mademoiselle Toplonou Bion Marina. Je suis en classe de 3e au CEG Rouira. Je suis contre ce qu'il a dit, du fait qu'on devrait se protéger pour ne pas attraper les maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif n'est pas si rassurant que ça. Il pourrait très bien se percer lorsqu'on est en rapport, sans qu'on ne le sache bien sûr. Il pourrait très bien se percer. Et là, vous ne le saurez pas. La maladie vient. Donc le préservatif n'est pas rassurant. Le préservatif ou le non-préservatif, ce n'est pas du tout rassurant. Alors je vous informe, le fait de se préserver ne nous enlève pas du fait d'attraper la maladie. Ok, elle vient de dire que même les préservatifs ne sont pas rassurants, qu'avec les préservatifs, on ne peut pas espérer sortir sain et sauf des rapports sexuels sans attraper une maladie. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ok. Vous savez, quand vous dites que les préservatifs ne sont pas rassurants, vous êtes en train de dire là que les préservatifs sont de mauvaise qualité. Pas exactement. Ah bon? Elle pourrait être de très bonne qualité et ne pas être encore périmée, bien sûr. Mais elle n'est pas du tout rassurante. Ah bon? Pas du tout. Vous savez, la matière avec laquelle est fabriqué les préservatifs, ce n'est pas n'importe quelle matière. Et ça ne se pèse pas comme cela. À moins qu'il y ait une personne qui vient percer cette préservatif-là. Ok, il vient de dire que le préservatif ne peut pas être percé si quelqu'un ne le fait pas. Moi, je pense que notre ami, il en sait beaucoup à ce sujet. C'est pour ça qu'il dit que le préservatif ne peut pas se percer. Comment le préservatif ne peut pas se percer? Ça peut se percer sans qu'on ne le sache. Comment ça peut ne pas se percer? Nous ne sommes plus des enfants et puis beaucoup d'expériences ont prouvé
que même si elle est de très bonne qualité, le préservatif peut se percer à tout moment. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui l'affirment comme quoi c'est fait avec une matière et puis ça ne peut pas se percer. Ça peut très bien se percer, quelle que soit la matière. Ok, selon ceux qui sont à ma gauche, le préservatif peut se percer, quelle que soit la durabilité de la matière avec laquelle il est fait. Alors, j'aimerais avoir une autre affirmation ou une autre riposte. Alors, moi, c'est Roussoul Belvida. Je suis élève en classe de seconde au CG Weiho. Elle a dit que les expériences ont montré ça. Pouvez-vous nous donner des exemples sur ces expériences-là, s'il vous plaît? Le fait est qu'on a tous fait la 3e ici. Et puis, on nous dit que le préservatif, que quelle que soit la matière qui a contribué à sa fabrication, peut se percer. Je n'en ai pas fait l'expérience personnellement, mais il est prouvé que ça peut se percer. D'abord, voyez-vous, je veux faire l'amour avec quelqu'un. Donc, pour faire l'amour, je ne vais pas aller au marché prendre des préservatifs par terre. Ça, c'est hors de question. Parce que tout le monde sait qu'il y a des maladies. Donc, je dois aller à la pharmacie, prendre une préservatif, être sûr à 100% avant d'aller au CES. Donc, ce que vous dites qu'il est prouvé ou bien quoi que ce soit là, peut-être, ça dépend de la qualité du préservatif plutôt. Donc, pour aller au CES, en tout cas, il faut prendre des précautions et être sûr de la qualité de truc là, du préservatif. Okay. Elle a dit que le préservatif peut se percer lorsque ce n'est pas acheté dans un endroit qu'il faut. Moi, c'est Segbo Annie, élève en classe de seconde au CG Weiho. Moi, je suis contre ce qu'elle a dit parce qu'en réalité, que ce soit la qualité du préservatif en plein acte sexuel, ça peut se percer. Ça ne dépend pas de la qualité pour dire qu'on peut éviter des maladies sexuellement transmissibles ou bien dire qu'on peut acheter des préservatifs à la pharmacie, non. Ok. Elle dit que le fait de la mauvaise qualité du préservatif ne dépend pas de la pharmacie ou du marché. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi, je m'appelle Madi Karel, je suis élève en classe de seconde T2 au CG Weiho. Je sortirai totalement du cas de préservatif dont vous avez parlé pour parler de l'éducation sexuelle. Je dirais que une jeune fille ou un jeune garçon ayant reçu l'éducation nécessaire, l'éducation parentale, aussi bien parentale que scolaire, ne pourrait pas se laisser aller directement au sexe. Le jeune garçon ou bien la jeune fille pourrait pratiquer les relations sexuelles en milieu scolaire si auparavant elle avait reçu, ou bien il ou elle avait reçu une éducation parentale, je dirais. Mais je suis contre le fait d'entrer dans le cadre du préservatif pour dire préservatif, non. Je dirais que c'est à cause de l'éducation. La belle preuve, nous prenons le roman Serment d'abstinence de Lallier. Il est dit dedans qu'il y avait deux jeunes. Ils se sont connus sur les bancs, mais ils ont su évoluer jusqu'à l'adolescence et ils se sont mariés. Si je vous comprends bien, les jeunes peuvent pratiquer le sexe s'ils ont quelqu'un pour les coacher, quelqu'un pour les accompagner, pour les conseiller, c'est ça. Alors, quel est votre avis? Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Azo Marilino. Je suis élève en terminale A2 au CG Weiho. Bon, je suis contre la sexualité en milieu scolaire. Et elle vient de parler. Elle a dit que les parents, lorsqu'on reçoit une bonne éducation sexuelle, qu'on peut se préparer pour ne pas s'exposer aux conséquences. Bon, voilà que la sexualité est un sujet tabou de nos jours. Justement, tu dis que les parents doivent en parler. Mais voilà que les parents n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les parents ne parlent pas de la sexualité.
Et nous pouvons le constater dans le livre Moi à Wefa de M. Charlemagne Bonquet. Dans ce livre, la jeune fille du nom d'Awefa vivait dans une famille monoparentale et vu qu'elle ne recevait pas d'assez d'éducation sexuelle, elle s'est livrée à la sexualité. Et après, elle a subi les conséquences et puis elle est tombée enceinte. Puis, une fois tombée enceinte, elle n'a pas pu continuer normalement ses études. Elle a dû arrêter ses études pour garder la grossesse et après 8 mois environ, puisque c'est la première grossesse, elle a fini par enfanter. Et elle a repris ses études. Mais elle n'avait plus de goût comme auparavant, puisque c'était une élève très brillante. Juste après avoir enfanté, elle n'avait plus de goût aux études. Et puis, elle n'était plus autant concentrée comme auparavant. Donc, en pratiquant la sexualité, on peut ne plus avoir du goût au cursus scolaire. Ça peut même conduire à un échec scolaire. Parce qu'en tout temps, à force de pratiquer la sexualité, on ne peut plus s'adonner à ses études, on n'est plus concentré. En classe, tout le temps, même quand tu as l'enseignant devant toi, l'élève qui a l'habitude de pratiquer la sexualité couramment, cet élève ne pourra plus bien suivre les cours. Tout le temps, et il sera en train de penser à ses désirs ou bien au moment de passion qu'il passait avec la fille et autres. C'est un peu ça. Alors, si je vous comprends bien, le sexe a un impact négatif sur les études. L'élève qui s'adonne à cette pratique ne pourra plus être concentré. Il y aura beaucoup d'échecs scolaires. Alors, je reviens à vous pour votre avis. Ok, bon. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit. Vous avez dit que la sexualité, le sexe, c'est un sujet tabou dans les familles. Même si c'est un sujet tabou, je ne dirais pas que la majorité en savent plus. Les parents n'en parlent pas, mais il y a les médias, il y a les entités telles que la télévision, les radios. Le milieu de vie de l'enfant aussi l'informe sur quelques sujets. Donc, il est impossible de lui interdire de savoir plus sur le sujet même. Il faut mieux lui en parler, lui donner des conseils sur ça. Tu peux l'entamer, mais fais ci pour que ça marche. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça marchera. Bon, il y a des élèves conscients, des élèves bien conscients, peuvent se dire, nous sommes ensemble, mais qu'allons-nous faire pour évoluer si nous voulons construire un avenir meilleur demain? Donc, la personne peut te donner, ton partenaire peut te donner des conseils, vous échangez, vous évoluez tout doucement jusqu'à l'avenir. Il y a des couples comme ça, il y a des couples qui ont évolué dès le bas âge. Donc, selon vous, ce n'est pas seulement les parents qui peuvent donner une éducation sexuelle aux enfants, mais il y a aussi les médias. Et pour éviter que les médias le font, il faut que les parents le fassent au plus vite. Alors, j'espère que quelqu'un a quelque chose à ajouter. Moi, on m'appelle Darosso, bienvenue, élève en classe de première. Au premier abord, lorsque nous parlons de la sexualité en milieu scolaire, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise pratique. Car une relation sérieuse commencée très tôt en milieu scolaire peut conduire au mariage. Et aujourd'hui, nous le constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un bon couple et c'est dès les bas qu'ils ont commencé cette relation. Donc on ne peut simplement dire que une relation, bien la sexualité en milieu scolaire n'est pas une bonne chose, mais c'est vague. Pour certaines personnes, ou bien autrement dit, c'est une bonne chose, puisque ça conduit au mariage. C'est un peu ça. Donc, selon vous, les élèves peuvent pratiquer le sexe entre eux pour des relations amoureuses stables, pour pouvoir fonder la confiance dans les couples, dans les jeunes couples scolaires, je dirais.
Et donc, ça permet aux élèves de se connaître le caractère de l'un et l'autre. Tout à l'heure, j'entendais des murmures ici. J'espère qu'il y a des gens pour donner leur avis. Merci, Madame la journaliste. Je réponds au nom de Jean-Pierre Coin. Je ne suis pas du tout d'accord à son apport parce que, vous savez quoi, le sexe, d'accord, mais l'avenir et le mariage, d'abord, vous voyez, en pratiquant le sexe bien avant le mariage, mes amis l'ont évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de conséquences qui l'accompagnent, vous voyez. Donc, on dit dans notre langue, tu ne peux pas être élève ou bien sur les bancs pour entamer une relation totalement, vraiment, ne sont pas d'accord. Très bien. Ce que vous venez de dire aussi, je peux vous dire que c'est là où est sorti le thème l'éducation de la sexualité en milieu scolaire. Lorsque l'enfant est éduqué sur la sexualité en milieu scolaire, cet enfant sait désormais comment pratiquer la sexualité en milieu scolaire. Parce que déjà, l'enfant a eu des conseils sur la sexualité en milieu scolaire. Et désormais, comment pratiquer la sexualité en milieu scolaire pour éviter les conséquences, déjà est au courant. Ok, donc si je vous comprends bien, vous revenez au point de l'éducation sexuelle en milieu familial, si je le dirais. Donc, l'apprenant ou l'apprenante peut toujours pratiquer le sexe s'il a quelqu'un pour le coacher, quelqu'un qui peut le conseiller, si je vous comprends très bien. Alors, il y a quelqu'un ici qui veut dire quelque chose. Merci, Madame la journaliste. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la sexualité constitue toujours un sujet tabou de nos jours. Voilà que les parents ne veulent pas en parler. Pouvez-vous me donner un exemple de personnes qui pourraient bien nous parler de la sexualité en dehors de nos parents? Il y a aussi des personnes plus âgées qui ont déjà passé par là. Et pas seulement les parents, ni les tuteurs, ni les tutrices, mais également les personnes âgées qui ont déjà pratiqué cette pratique. Et ces personnes sont capables de donner une réponse à vos questions. Ok, donc pour vous, il n'y a pas seulement que les parents pour donner l'éducation sexuelle. Exactement. Il y a aussi les personnes âgées qui sont déjà passées par là et qui peuvent aussi aider les jeunes à s'en sortir. Alors, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Oui, en fait, ce n'est pas seulement de l'éducation sexuelle familiale, mais on a dit l'éducation sexuelle scolaire. C'est-à-dire, ça concerne l'école. Et quand on parle de l'éducation sexuelle scolaire, c'est que ça consiste à ce qu'on donne des informations sur la sexualité aux apprenants. On donne des informations, on leur donne des recommandations pour qu'ils sachent comment mener leur vie sexuelle en milieu scolaire. Et je vous le dis, l'UNESCO même a accompagné cette initiative-là. L'éducation sexuelle en milieu scolaire aide les élèves à mieux se tenir devant la puberté et aussi dans les relations. Et ça aide aussi également les élèves à ne pas accroître le multipartenariat, c'est-à-dire d'avoir plusieurs partenaires sexuels et d'éviter aussi les IST et les MST. Ok, donc selon vous, l'éducation sexuelle familiale seule ne suffit pas. Il faut renforcer cela dans le monde scolaire aussi. Alors, je tourne vers le groupe qui est contre. Alors, j'espère que quelqu'un a quelque chose à dire. Il y avait une de leurs camarades qui disait tout à l'heure que lorsqu'on pratique les relations sexuelles en milieu scolaire, que ça peut amener à construire un bon foyer demain ou ça peut conduire au mariage. D'abord, je peux vous poser une question. Est-ce que toute relation est sérieuse d'abord?
Je ne dirais pas que toutes les relations sont sérieuses, mais une relation qui commence avec des jeunes qui ont de la conscience, là, ça peut être sérieuse. Alors, il faut aussi noter que toute relation n'est pas sérieuse. Il y a aussi les trahisons, les souffrances, le chagrin qui est là. Tout ça fait que avoir même des relations entre élèves à l'école, cela ne justifie pas réellement puisque ça fait mal quand il y a les trahisons et autres. Et ça aussi, ça peut aussi conduire à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'enfant, l'élève, femme peut laisser l'école à cause de ça puisqu'elle n'est plus concentrée en ce moment-là. Elle n'est plus concentrée. Ça peut chuter. Ça peut avoir un retard ou un abandon sur ses études. Donc, tu vois, tout ça fait que moi, vraiment, je suis contre les relations scolaires. Je viens de dire que ce sont des jeunes qui ont de la conscience, qui peuvent fonder une relation sérieuse. Mais s'ils ont de la conscience, ils apprendront à mieux se connaître, ce qu'ils aiment, ce que j'aime. Ils grandiront ensemble. Peu à peu, là, le foyer serait stable. Alors, si je vous comprends bien, il suffit que les jeunes en relation amoureuse aient confiance, que l'apprenante ait confiance à son conjoint et que l'autre aussi ait confiance à sa conjointe pour que les choses se déroulent normalement. Donc, selon vous, si les jeunes apprenants sont conscientisés, s'ils sont responsables, s'ils sont conscients de leur avenir, ils peuvent pratiquer de cesse sans qu'il n'y ait d'inconvénients. Alors, il y a quelque chose qui peut ajouter. Et s'il te plaît, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit là. Oui. Tu as dit que si on a une relation et que ça se gâte, et qu'on a des problèmes de cœur, chagrin, tout ça là, et qu'on peut abandonner les classes, c'est ça, non? Oui. Soyons sérieux. Oui. Si j'ai un petit ami, il me laisse là, je ne vais pas mourir à cause de ça. Faut être inconsciente pour pouvoir pour laisser l'école parce qu'un homme t'a laissé. Tu vois, soyons sérieux. On dit toujours que quand on tombe là, on se relève mieux. Oui. Si tu me laisses là, je vais trouver quelqu'un d'autre, non? Ou bien, et là, je saurai comment me comporter avec cette personne-là. Et pour que ce que je n'ai pas pu te faire, ou bien ce que je n'ai pas pu te donner, je vais le donner à l'autre. Et là, j'aurai une relation bien équilibrée. Tu comprends? C'est ça. Tu viens de dire que quand on tombe, on se relève mieux. Tu sors avec Jacques, par exemple. Quand Jacques te laisse, tu vas voir Jean. Si par exemple Jean aussi te laisse, qu'est-ce que cela signifie? Ça, tu es en train de salir ta dignité. Tu salis ta dignité. Tu n'as plus de valeur devant les autres. Parce que quand tu vas chez Jacques, il y a le même problème. Tu vas chez Paul, il y a le même problème. Tu vas chez Pierre, il y a le même problème. Là, ça signifie quoi? Ça, tu n'as plus un bon comportement. Ta dignité est salie. Ce n'est plus respecté. C'est bafouer ta dignité. D'accord. Merci, j'ai compris ce que tu as dit. Hein. Maintenant, là, qu'est-ce que toi, tu me conseilles? Tu voudrais que quand c'est Jacques que tu as dit premièrement, oui. Non? Me laisse là, je vais rester comme ça. Ah oui, parce que tu es en train d'étudier et on dit souvent, il y a certains proverbes qui disent souvent qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois, sinon tu risques de perdre les deux. Hein. Tu perds tes études et tu perds aussi Jacques ou bien Pierre, là. Tu les perds encore aussi. Donc, la meilleure solution, c'est que de laisser garçon et de se concentrer sur ses études carrément, avoir tous ses diplômes. Et après, tu pourras te lancer dans toutes tes relations. Là, tu es libre. Tu as déjà fini avec tes études. Rien ne peut détruire encore ta vie. Donc, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Tu as raison, ma soeur. Et vraiment, ce que tu as dit, qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois, là, c'était plein de sagesse. Mais tu as oublié quelque chose. Oui. Quand je vais finir les études, là, je vais aller me marier ou bien je vais devenir nonne. Tu vas te marier? Là, tu sais que tu as fini avec ce que tu as. Est-ce que tu sais que les études, là, ça prend du temps plutôt? Tu sais que ce sont des années qui défilent, là. Je sais. Je peux vieillir et les études ne finissent pas. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut commencer très précoce. Et aussi, attends. Et aussi, tu sais qu'aujourd'hui, dans les mariages, là, il y a des hommes qui vont tromper leurs femmes sous prétexte que cette dernière-là ne les satisfait pas sur le lit. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Maintenant, toi, tu voudrais que moi, je reste comme ça, chaste. Oui. Non, vierge plutôt, excuse-moi. Oui.
Et sans expérience, et par malchance, si jamais je tombais sur ces gens d'hommes-là, il va me tromper, venir me dire que c'est parce que je ne suis pas expert sur le lit. Est-ce que tu voudrais ça? Non, non, tu non. voudrais que, par malchance, on ne sait jamais. Est-ce qu'il me laissait? Donc, ça veut dire que toi... Elle a dit qu'on peut commencer par faire l'expérience pour pouvoir être un peu prête et prêt dans la vie courante. Alors, je vous dirais merci pour vos apports et pour vos différents points de vue. À présent, nous allons inviter Tata Victoire sur le plateau. Merci beaucoup à vous, chers amis. J'ai particulièrement aimé les discussions. Le débat était intéressant, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous pour vos différents avis et merci à toi, Sagesse, pour avoir si bien conduit les discussions. Nous allons la raccompagner sous des applaudissements. Eh bien, merci à vous, chers élèves. À présent, nous allons accueillir sur ce plateau notre invité. On dit tous ensemble bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers amis. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être là. Bonsoir à vous, monsieur Daniel Adjé. Bonsoir, Victoire. Comment vous portez-vous? Très bien, à merveille. D'accord. Merci. Nous rappelons que vous êtes journaliste, réalisateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parent d'élèves aussi. Vous intervenez en tant que parent d'élèves voilà, surtout. Voilà. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Eh bien, vous avez écouté nos chers amis, nous apprenant sur la thématique du jour pour ou contre la sexualité en milieu scolaire, les différents avis. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire? Effectivement, je les ai suivis à distance, je souriais. Je suis sûr que si on les laissait jusqu'à la fin de cette année, ils ne finiraient pas de développer des arguments, chacun pour défendre sa position. C'est vrai, il y a du bon de part et d'autre. Ceux qui disent qu'ils sont d'accord, ils ont développé des arguments. A priori, on pourrait leur dire qu'ils ont raison. Ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il ne faut pas ça, ils ont développé aussi des arguments. A priori, on pouvait dire qu'ils ont aussi raison. Mais quand on prend du recul et on observe les choses, et c'est ce que nous allons faire, je crois qu'il y a une conclusion à laquelle on va aboutir. Et c'est après les explications que nous allons ensemble tirer la conclusion. Si les élèves doivent se livrer à la pratique sexuelle pendant qu'ils sont sur les bancs, ou bien s'il faut qu'ils s'en abstiennent. Effectivement, les relations, le sexe, c'est Dieu qui l'a fait et ce n'est pas pour deux choses. Le sexe, ce n'est pas pour balayer, ce n'est pas pour écrire sur un papier, ce n'est pas pour accrocher quelque part, c'est pour faire ce pourquoi il est créé. Voilà. Exactement. Donc, les activités sexuelles et puis la procréation. Comme le disent les fonds, nous nous duo. Vous connaissez ça? Ah ouais. Voilà, donc c'est ça. Il ne faut pas en faire un fétiche. Seulement, là où les élèves pêchent un peu en se livrant très tôt au sexe, c'est qu'ils font quelque chose au moment où il ne faut pas. Le plus sage des rois dans les Saintes Écritures, comment il s'appelle? Le roi? Très bien, le roi Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Dans le chapitre 3, le verset 1, il a dit « Il y a un temps pour toutes choses et chaque activité sous ce soleil a son temps. » Il y a quelque chose que vous devez faire à 8 heures, c'est à 8 heures qu'il faut le faire. Si vous le faites à 12 heures, ça ne va pas donner les résultats. Ce que vous devez faire à 12 heures, si vous le faites à 8 heures, vous n'aurez pas le meilleur. Donc, c'est à ce niveau-là que se pose le problème. La sexualité, c'est le couronnement d'un long processus. Il faut d'abord grandir. Grandir, connaître son corps, être responsable, choisir sa partenaire, son conjoint ou sa conjointe, ou bien son conjoint tout simplement. Et puis après, célébrer le mariage. Et maintenant, le jour du mariage, découvrir sa partenaire à travers la consommation du mariage, c'est-à-dire l'acte sexuel. Voilà comment Dieu a prévu sa chose.
pour obtenir de bons résultats. Mais, chemin faisant, les choses ont été perverties. On aime à mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'on peut bien labourer si on fait ça? Non. Si on met la charrue après les bœufs, est-ce qu'on peut bien labourer? Non, la charrue reste où? Derrière, les bœufs devant. C'est à ce niveau que les élèves pêchent en se livrant aux activités sexuelles pendant qu'ils sont encore sur le banc. Il faut quitter le banc. Les activités sexuelles ne sont pas sur le banc, c'est sur le lit. Ou bien sur la table. Ah oui, les activités sexuelles, c'est pas sur les bancs, mais c'est sur le lit. Vous êtes maintenant sur les bancs, laissez les bancs tranquilles, laissez l'activité. Quand vous serez sur le lit, vous allez pouvoir faire ça. Alors, l'autre chose, l'activité sexuelle n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la question qu'il faut se poser, c'est les conséquences. C'est les conséquences quand quelqu'un dit il faut empêcher les jeunes d'aller au lit. On dit mais pourquoi il faut empêcher les jeunes garçons d'aller au lit? Mais il dit mais quand ils vont au lit, ils ne dorment pas. Ils font autre chose et c'est ça qui est dangereux. Quand vous vous livrez par exemple aux activités sexuelles, j'ai entendu les gens parler de ça, les maladies sexuellement transmissibles. C'est grave, ça ruine la santé, ça tue le sida, ça tue. Qui aujourd'hui serait content si on lui dit qu'après l'analyse, il a contracté le VIH-Sida? Qui peut être content? Personne. Vous voyez, toute la vie s'écroule. L'horizon est sombre. Voilà pourquoi il faut s'en méfier. L'autre chose, oui, selon les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, rien que pour l'année scolaire 2018-2019, on a dénombré 1122 cas de grossesse en milieu scolaire. 1122 filles dont l'âge est compris entre 10 et 14 ans sont tombées grosses. 1100. 1100, ah ouais. Vous voyez, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'Assemblée nationale, on a combien de femmes? Quand vous allez au gouvernement, on a combien de femmes? Dans les lieux des postes de prise de décision, on a combien de femmes? C'est ce qui fait que la femme est toujours là. Elle n'a pas d'avocat pour les défendre. Quand, par exemple, au CI, on a 60 filles, ou bien 100 élèves dans une école, et qu'en troisième, on ne retrouve qu'à peine 2. Les autres sont où? Les autres filles sont où? Elles ont attrapé grossesse. C'est ça le problème. Et regardez l'investissement des parents. Du CI jusqu'en troisième. Regardez vous-même les souffrances sous la pluie, sous le soleil, les veiller pour apprendre les leçons. Et tout ça là, ça devient zéro parce que quand vous attrapez la grossesse, vous ne pouvez plus continuer à l'école. Vous ne pouvez plus continuer les études. Et vous êtes obligé de quitter. Et après, j'ai entendu les gens le dire, même si après l'accouchement vous revenez, vous n'avez plus le même engouement. Vous ne pouvez plus. Les gens, le regard des autres, vous avez peur des autres. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout ça qui fait que quand on examine bien, il faut faire chaque chose en son temps. Et il faut étudier pendant qu'il faut étudier. Et il faut faire les activités sexuelles quand il le faut. Il ne faut pas faire l'activité sexuelle pendant qu'on est sur les bancs. Quelqu'un a dit que quand vous êtes jeune et que vous mettez la sexualité à côté des études, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la sexualité qui prend le dessus. Ça veut dire que même si vous allez à l'école, vos pensées sont orientées vers la sexualité. Dès lors que vous avez commencé par regarder la poitrine des jeunes filles et qu'il y a des rondeurs qui commencent par pousser, vous regardez, ainsi de suite. Pendant que le professeur est en train de démontrer les mathématiques, A au carré plus B au carré égale ceci, vous êtes en train de regarder la poitrine de Joséphine. Vous pensez à ce qu'il y a sous la jupe de Ayaba. À la maison, quand vous prenez votre cahier d'études, vous dites, bon, mathématiques, on dit A plus 2. Quand vous voyez A là, vous pensez tout de suite, Ayaba. Ayaba, Ayaba. Et vous restez tout le temps. Aujourd'hui, les portables ont tout gâté. Vous trompez les parents, vous avez le portable sous le cahier là, et puis vous envoyez un message. Oh, Ayaba, je t'adore. Oh, chambre de ma vie. Oh, c'est toi qui es. Et quand les parents viennent, vous fermez et vous faites comme si vous êtes en train. Vous trompez qui? Sexualité et études ne font pas bon ménage. Il faut grandir d'abord, mûrir, devenir responsable. Parce que l'amour, c'est comme une folie. Quelqu'un a dit que l'amour est fou. Quand vous êtes amoureux, vous êtes comme une personne folle. Vous voyez, non? Il y a des gens qui se suicident à cause de l'amour. Parce qu'il m'a trompé. Je l'ai trompé. Je l'ai vu avec ma copine. Et puis, elle s'empoisonne et puis elle se suicide.
Donc, voilà pourquoi il faut attendre, patienter. Vous avez tout le temps. À peine vous avez 25-30 ans passés sur les bancs. Quand vous aurez votre diplôme, votre baccalauréat ou bien votre maîtrise, que vous allez rentrer dans la vie active, vous avez encore près de 80 ans devant vous pour vous livrer à corps perdu aux activités sexuelles. Vous pouvez même faire 4 fois par jour. Personne ne vous condamnera. Voyez-vous? Donc, vous aurez eu le mérite de patienter, d'avoir d'abord votre diplôme, de mûrir, d'avoir la maîtrise de votre corps, parce que le corps aussi, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est un instrument, c'est un organe. Oui. Quand vous achetez un portable, il y a une notice qui l'accompagne, qui vous dit comment il faut l'utiliser pour en tirer le meilleur profit. Quand vous achetez voiture, vous allez vous mettre au volant tout de suite sans passer par une auto. Donc, c'est exactement comme ça. Voilà pourquoi les responsables de l'éducation et les responsables de l'ONU aussi l'ont dit. Il faut instaurer dans le système, dans le programme scolaire, l'éducation sexuelle pour que les élèves découvrent leur corps, comment il est constitué et comment il fonctionne. D'accord, merci beaucoup à vous. On dit merci à M. Daniel Adjé. Et bien à présent, chers amis, nous allons prendre les questions. Je m'appelle Maouda Dorcas. Je fréquente le CEG Roiro et je suis en classe de première A2. Merci, papa, pour tous les conseils que vous avez donnés. C'est un devoir et c'est un plaisir. En fait, j'ai une question pour vous. Oui. Ma question est celle-ci. À quel âge faudrait commencer les activités sexuelles? Ok. À quel âge faudrait-il commencer les activités sexuelles? C'est une question pertinente, mais elle est relative. Il n'y a pas une réponse pour dire c'est à 10 ans. Parce que, ou bien à 15 ans, ou bien à 18 ans, ou bien à 20 ans. Oui. L'organisme du garçon ne se développe pas au même rythme que l'organisme de la fille. Même entre garçons, il y en a qui sont pubères déjà à 13, 14 ans, pendant qu'il y en a qui le sont à 12 ans. Il y a des pubertés précoces, il y a des pubertés tardives. Il n'y a pas un âge fixe. On ne peut pas dire, ah, c'est arrivé à telle classe, ou bien c'est quand vous avez tel âge. Cela dépend de l'organisme, mais il faut être d'abord adolescent, et puis il faut mûrir, il faut avoir d'abord, comment appelle-t-on, son diplôme, et puis, si possible, son travail. Parce que quoi? Quand vous vous livrez à la sexualité, où est-ce que ça va finir? Ça finit par une grossesse et 9 mois après, ça donne un bébé. Un bébé ne mange pas l'herbe. Un bébé ne se nourrit pas de l'air. Pas du tout. Non, il va manger, il va boire et il faut le soigner. Tout ça, c'est de l'argent. Ça va venir d'où? Vous allez trouver ça dans les cahiers? Non. Vous allez trouver dans les cahiers de mathématiques? Et quand c'est comme ça, c'est les parents qui se chargent. Donc, le parent va donner l'argent de petit déjeuner à son fils ou bien à sa fille et va donner encore à son petit-fils, à son... La maman va tendre la main pour dire papa, le petit déjeuner. Et la petite aussi, l'enfant qui est né aussi va courir pour dire grand-papa. Ça fait beaucoup de charges, c'est pas bien. Il faut être responsable. Merci beaucoup à vous, M. Daniel Adjé. Oui. On va prendre une autre question. C'est bon avec les questions? Bon, merci papa. On m'appelle Rondotossi Charlie. J'aimerais poser cette question. Faut-il vraiment que la sexualité soit un sujet tabou dans les familles? Voilà, les parents Non. Dieu merci, le sujet n'est plus tabou en tant que tel. La preuve, c'est que nous en parlons aujourd'hui est sur une place publique, à la télévision. Beaucoup de gens nous regardent à la maison. N'est-ce pas, les amis? Est-ce que c'est encore tabou? Ce n'est pas tabou. Mais il faut que les parents s'impliquent un peu plus encore. Les parents sont issus d'une génération qui est en train de passer. Donc, leur grand-papa ou bien leur papa ne leur ont pas parlé de la sexualité, si bien qu'ils ne trouvent pas les mots justes pour en parler aux enfants. Ils doivent le faire aujourd'hui. Les temps changent. Mais tous les parents ne comprennent pas cela. Oui, tout change, tout évolue. Il faut s'adapter. Donc, il faut que les parents en parlent beaucoup plus aux enfants à partir d'un certain âge, surtout les filles. Il faut leur dire, ah, ton organisme est conçu de telle façon. À partir de tel moment, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas de faire ça. Il faut les mettre en garde. Si on ne le fait pas à la maison, c'est la rue qui va le faire. Et quand la rue le fait, c'est à travers. Dans la rue, les vertus sont prises comme des vices. Et c'est les vices qui sont comme des vertus. Et tout le monde veut faire le suivisme. Tout le monde, il y a des filles qui ont, excusez-moi, qui ont 2 copains, 3 copains, etc. On dit, toi, mais il faut faire. Tu as vu, c'est les gens qui m'ont acheté mon portable. C'est l'autre là qui m'a acheté ma chaussure. C'est l'autre qui m'a acheté. Et non, il faut que les parents conseillent les enfants, leur donnent l'éducation, le b.a.-ba de l'éducation sexuelle. Que les papas
en parlent aux garçons et que les mamans entretiennent les filles. Et vice-versa si possible. À partir d'un certain âge, dès que vous commencez, que les parents voient que, papa, maman, lorsque vous voyez que vos filles commencent par avoir des rondeurs dans la poitrine, quand vous constatez que la voix de votre garçon devient de plus en plus rauque et puis il y a quelque chose sur les barbiches là, les barbichettes là, il faut commencer par en faire des amis. Mieux que des amis, il faut en faire des confidents. Il faut créer l'ambiance qu'il faut pour qu'ils puissent se confier à vous. S'ils ne prennent pas, s'ils ne font pas les premiers pas, vous faites les premiers pas pour dire alors comment tu te sens? Bon, est-ce que si, parce que, donc il faut que les parents prennent le devant pour en parler aux enfants. Ils l'auront compris puisqu'ils nous suivent, j'ose croire, les parents. Et bien, nous allons à présent prendre des questions de ce côté. Moi, c'est Azo Marilyn, je suis élève en terminale A2 au Soyeweho. Merci, madame la journaliste, merci, papa, pour les conseils que vous venez de nous donner tout à l'heure. Bon, moi, je pense que si les enfants s'adonnent à la sexualité en milieu scolaire, c'est en majeure partie la faute des parents. Puisqu'il y a les divorces dans les familles. Il y a certains enfants qui vivent dans des familles monoparentales. Et si toi étant fille, comme je l'avais dit quand on parlait entre amis dans le roman Moi, à Wefa de M. Charlemagne Bonquet, la fille, elle vivait seulement avec sa mère et sa mère lui faisait tellement confiance qu'elle ne pensait pas qu'il était autant important de parler de la sexualité. Donc, les gens ont pris pour responsable la mère, les gens ont cru que c'est parce que la fille vivait dans une famille monoparentale qu'elle s'est vite livrée à la sexualité qu'elle a fini par tomber enceinte et puis elle n'avait plus de goût pour les études et puis étant bien à l'école, elle n'était plus autant concentrée comme auparavant alors qu'elle était une élève très brillante. Donc moi, principalement, j'accuse les parents. Puisque, comme vous venez de le dire, les parents, vous avez dit que les parents doivent en effet en parler. Mais voilà que nos parents ne nous en parlent pas. Les parents ne veulent même pas du tout aborder ce sujet. Tu n'es pas encore cet enfant qui pourrait aller t'asseoir à côté de tes parents pour leur dire, de te conseiller sur ce sujet. Même à l'école, nos professeurs d'SVT et autres, ils ne veulent pas être plus explicites en classe. Quand ils sont sur ce sujet, ils sont brefs, ils parlent brièvement, ils ne veulent pas trop nous donner de détails. Merci à toi, on t'aura comprise. Monsieur, dans ce cas, qu'est-ce que vous conseillez aux enfants? Comment doivent-ils se comporter? Est-ce qu'eux-mêmes, ils doivent aller vers les parents et les amener à leur parler sexualité? Alors, je partirai d'un petit exemple. À supposer que vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes malade, on vous a prescrit un médicament et vous êtes allé à la pharmacie, vous avez acheté le médicament que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous allez vous permettre de prendre le nombre de comprimés que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas vu quelqu'un à la maison qui puisse vous donner les conseils par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous demandez à un pharmacien ou bien à quelqu'un, un père de famille, à quelqu'un qui a utilisé une fois le médicament. C'est exactement. Si les parents ne vous en parlent pas, c'est pour deux raisons. On a dit tout à l'heure qu'ils sont d'une époque qui est en train d'être passée et dépassée. Parce que leur grand-maman ne leur a pas dit ça. Donc, elles ont de la peine, des difficultés, elles ont honte de discuter de ce sujet-là avec vous. Peut-être de peur qu'en le disant, elles ne vous envoient dans la rue pour aller essayer ce qu'elle vous a dit. L'autre raison, c'est aussi que les enfants surprennent les parents. La maman sera en train de dire que c'est ma petite fille, elle a à peine 12 ans, elle a à peine 13 ans. Donc, elle est encore jeune, il y a encore le temps, on a tout le temps, J'attendrai quand elle aura 15-16 ans avant de commencer par lui en parler. Mais l'enfant ne peut pas attendre 16 ans. Ses camarades à l'école ont déjà 15 ans, 18 ans, ont de l'expérience, donc vont vouloir l'entraîner. Tout compte fait, c'est que même si les parents ne vous en parlent pas, ayez le courage d'aller vers votre maman. Votre maman veut votre bien. Elle fait tout pour que vous deveniez une personnalité demain. Elle tient beaucoup à vous. Elle ne vous veut pas du tout du malheur. Donc, allez demander les conseils de maman. Ah, maman, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui a attaché ma robe là. Mais comment ça se fait? Ah, déjà? Ah oui, bon. Voilà comment on fait. Ah, maman, je sens telle chose. Bon, je ne sais pas. Ce garçon-là, il a dit qu'il m'aime. Il m'a dit de venir. Il m'a acheté shawarma avec Coca-Cola. Il m'a invité pour 14 février.
allez poser la question à maman. Demandez-lui s'il faut aller 14 février là, il faut aller là où on vous a invité. Elle dira non. Merci beaucoup à vous, monsieur Daniel Adjib. Je m'appelle Talmeda Audrey, et terminale A2 au CEG Weiho. Moi, je voudrais juste savoir si, malgré tout, s'il est bon ou pas d'avoir un petit copain sur les bancs sans toutefois aller au CES. C'est difficile. La petite vient en mangeant. Le petit copain ne va pas dire... Vous allez dire, bon, c'est mon petit copain, on va patienter, on aura d'abord notre bac, on ira à l'université. Il va dire non, 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 tout de suite là. Si tu m'aimes, amen. C'est ça, c'est donc, bien le ça. petit copain va vous faire tomber. Si le petit copain dit je t'aime là, il faut dire, ah, moi-même je t'aime, mais laisse-moi avoir d'abord mon bac. Parce que quand vous allez tomber grosse, lui va continuer ses études, mais vous allez rester à la maison et c'est fini pour vous. Vous voyez, votre soleil va se coucher à 11h. Ce n'est pas bon. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on retient? Pas de petits copains ni de petites copines sur les bancs. C'est bien cela, non? Oui. Est-ce qu'on est tous d'accord? Moi, je ne suis pas convaincue. Parce que c'est au niveau de la famille monoparentale. Vous n'avez pas trop insisté sur ça. Vous n'avez pas dit si cela peut induire les enfants en erreur. Si cela n'est pas vraiment la base de cette pratique de sexualité en milieu scolaire. Je vous comprends bien. La qualité monoparentale de cette famille ne justifie pas que l'enfant aille se livrer aux garçons dehors pour attraper la grossesse. Non, même si c'est une famille monoparentale, même si votre maman est pauvre, on peut être pauvre et être vertueuse. Ce n'est pas parce que vous avez, votre maman est pauvre que vous allez vous livrer à quelqu'un pour détruire votre vie. Non. Continuez pas à tenir, continuez pas à aller, pas à manger, même si c'est la sauce gluante, la crin-crin là, mangez crin-crin avec la pâte. Jusqu'à ce que vous deveniez quelque chose de meilleur. Vous allez manger autant de viande que vous voulez. Mais si vous livrez aux garçons, je peux dire, bon, maman n'arrive pas à m'acheter portable, maman n'arrive pas à m'acheter pommade, maman n'arrive pas à m'acheter le rouge aux lèvres, je vais me livrer à Jean, je vais me livrer à Jacques. Vous allez faire coucher votre soleil très tôt. Le petit copain, il veut quelque chose de vous. C'est donnant-donnant. Il veut ça là d'abord avant de donner ça. C'est clair, et il va ruiner votre vie. C'est ça que vous voulez? Donc, vous voulez manger votre blé en herbe? Non. Donc, maintenant, tu es d'accord? Je suis à peu près d'accord, pas totalement convaincue. Non, mais déjà, dans ta tête, est-ce que c'est clair que la sexualité en milieu scolaire est déconseillée? On doit attendre parce que, comme monsieur l'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Le temps, à présent, en fait, actuellement, il faut étudier. C'est les études. Et après les études, vous pouvez vous adonner au CES. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Il faut vraiment parler aux parents. Oui, il le faut vraiment. D'accord. Excusez-moi, il y a certains parents qui ne veulent pas du tout en parler. Pas du tout, surtout les mamans. Oui, si votre maman n'en parle pas, allez vers la maman d'une de vos amies, en qui vous avez confiance, qui a une bonne renommée dans le quartier. Allez lui poser le problème. Vous avez compris? C'est mieux que de mal faire. Merci beaucoup à vous, monsieur Daniel Adjib. On dit merci à monsieur, pas des applaudissements. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Jeunesse Oblige. Nous sommes bien sûr au thème de notre émission. La thématique, c'était bien sûr la sexualité en milieu scolaire. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.